Hôtel Le Grand Palais, 8e arrondissement de Paris, 21h30. Camille Dubois, 26 ans, employée de ménage du service de nuit, entre dans la suite présidentielle pour le service de remise en ordre nocturne. Elle trouve Julien Moreau, 34 ans, PDG d'un empire pharmaceutique de 2 milliards d'euros, assis dans le fauteuil dans la pénombre avec une jambe découverte montrant d'étranges ecchymoses violacées. Tout le monde pense que c'est juste de la fatigue due au surmenage, mais Camille, diplômée en médecine et contrainte de faire le ménage pour survivre, reconnaît immédiatement les symptômes de quelque chose de terrifiant. Thrombose veineuse profonde qui peut causer une embolie pulmonaire fatale en quelques heures. Julien la congédie avec arrogance, la considérant comme juste une domestique. Mais Camille sait que si elle n'agit pas immédiatement, cet homme puissant mourra avant l'aube. Ce qu'elle fera cette nuit-là changera à jamais le destin de tous les deux. L'hôtel Le Grand Palais se dressait dans le 8e arrondissement de Paris comme une cathédrale du luxe, où chaque détail murmurait élégance et pouvoir. Ses 18 étages accueillaient PDG, ministres, stars du cinéma et magnats internationaux qui venaient à Paris pour conclure des affaires milliardaires ou participer aux semaines de la mode. Mais derrière la façade dorée de marbres et cristaux, dans les couloirs de service et les vestiaires du personnel, se cachaient des histoires de labeur, rêves brisés et vies en suspens. Camille Dubois avait 26 ans et portait depuis 2 ans l'uniforme gris des employés de ménage du service de nuit. Chaque soir de 20h à 3h du matin, elle se déplaçait silencieusement dans les couloirs de l'hôtel, invisible aux yeux des clients fortunés qui ne la remarquaient même pas quand elle entrait dans leur chambre pour ranger, nettoyer, changer les draps. Pour eux, elle n'était qu'une figure de service, partie du mobilier de luxe qu'ils s'attendaient à trouver dans un hôtel à 500 € la nuit. Mais Camille cachait un secret que personne n'imaginait. 5 ans plus tôt, elle avait obtenu son diplôme de médecine à la Sorbonne avec mention très bien, se spécialisant en médecine d'urgence. Son rêve était de devenir médecin urgentiste, sauver des vies, faire la différence dans le monde. Elle avait même commencé l'internat à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, jusqu'à ce que tout s'effondre. Son père, ouvrier dans une usine de banlieue, était tombé malade d'un cancer agressif nécessitant des traitements coûteux non couverts par la sécurité sociale. Camille avait quitté l'internat pour travailler et payer les thérapies expérimentales, les médicaments importés, les consultations privées. Après 2 ans de lutte, son père était mort quand même, la laissant avec une dette de 80 000 € et le sentiment d'avoir tout gâché pour rien. Maintenant, elle vivait dans un studio de 20 mètres carrés en banlieue, travaillait la nuit pour rembourser les dettes et étudiait le jour pour tenter de réintégrer le monde médical. Mais à 28 ans, elle se sentait comme si c'était déjà trop tard. Ses anciens camarades d'université étaient désormais des spécialistes confirmés, tandis qu'elle nettoyait les toilettes d'hommes qui gagnaient en 1 mois ce qu'elle voyait en 10 ans. Julien Moreau était le type de client que l'hôtel Le Grand Palais réservait à la suite présidentielle. 34 ans, PDG de Moreau Pharmaceuticals, un empire pharmaceutique qu'il avait hérité de son père et transformé en l'une des entreprises les plus puissantes d'Europe. Chiffre d'affaires annuel, 2 milliards d'euros. Patrimoine personnel, un demi-milliard. Il était à Paris pour finaliser l'acquisition d'une start-up biotechnologique qui révolutionnerait le traitement du diabète. Julien incarnait tout ce que Camille avait appris à détester pendant ses années de travail à l'hôtel. Arrogant, habitué à être servi, il traitait le personnel comme des objets. Il ne remerciait jamais, laissait les chambres en désordre exprès pour démontrer son pouvoir, se plaignait du moindre détail. Camille l'avait vu crier contre une femme de chambre parce que les serviettes n'étaient pas pliées parfaitement, menacer de faire licencier un serveur parce que le vin n'était pas à la bonne température. C'était le type d'homme qui croyait que l'argent pouvait tout acheter. Respect, santé, bonheur. Il n'avait jamais eu à lutter pour rien, n'avait jamais connu la difficulté de finir le mois, ne savait pas ce que signifiait renoncer à ses rêves pour survivre.
Pour lui, des personnes comme Camille étaient invisibles, interchangeables, sans importance. Mais ce soir de novembre, quand Camille entra dans la suite présidentielle pour le service nocturne de remise en ordre, la vie de tous les deux allait changer à jamais. Julien était assis dans le fauteuil de cuir blanc face aux grandes baies vitrées qui montraient Paris illuminé. Il portait une chemise blanche déboutonnée et un pantalon sombre, mais ce qui frappa Camille fut sa position. Il avait une jambe croisée sur l'autre et la jambe droite était partiellement découverte. Ce qu'elle vit la fit tressaillir. Le long de la jambe de Julien, de la cheville jusqu'au mollet, il y avait des ecchymoses violacées irrégulières qui formaient une sorte de carte sombre sur la peau. Ce n'étaient pas des bleus normaux de choc ou de chute, ils avaient une forme et une distribution que Camille reconnut immédiatement grâce à ses études de médecine. Thrombose veineuse profonde. Un caillot sanguin qui se forme dans les veines profondes des jambes, souvent mortel s'il n'est pas diagnostiqué à temps. Si ce caillot se déplaçait vers les poumons, Julien mourrait d'embolie pulmonaire en quelques heures. Camille resta immobile quelques secondes, le cœur battant fort. Après 2 ans de silence professionnel, sa formation médicale explosa de nouveau à la surface comme un instinct incontrôlable. Elle voyait un homme en danger de mort, et tout le reste devenait sans importance. Elle devait parler. Elle devait le convaincre d'aller immédiatement à l'hôpital. Elle devait le sauver, même s'il la méprisait, même s'il ne le méritait pas, même s'il la licencierait probablement pour avoir osé donner des conseils médicaux. Mais quand elle s'approcha timidement pour lui parler, Julien la regarda avec cette supériorité froide que Camille connaissait bien. Et ce qui se passa la laissa sans voix. Camille s'approcha du fauteuil où Julien était assis, les mains tremblant légèrement, tandis qu'elle serrait le chiffon à poussière. Elle avait vu des milliers de cas similaires pendant ses études et son stage aux urgences. Cette combinaison d'ecchymose, gonflement et coloration violacée ne laissait aucun doute. Julien était en grave danger. Quand elle s'éclaircit la voix pour attirer son attention, Julien leva les yeux de sa tablette avec une irritation évidente. Ses yeux sombres la fixèrent avec cette expression de supériorité que Camille avait appris à reconnaître chez les clients les plus riches de l'hôtel. Camille tenta de lui expliquer avec tact ce qu'elle avait remarqué, suggérant qu'il serait peut-être prudent de consulter un médecin pour ses ecchymoses sur la jambe. La réaction de Julien fut immédiate et brutale. Il la regarda comme si elle était devenue folle, puis éclata d'un rire sarcastique qui résonna dans toute la suite. Il lui dit qu'il était ridicule qu'une femme de ménage se permette de donner des conseils médicaux, qu'elle devait se contenter de faire son travail et ne pas fourrer son nez dans les affaires des autres. Il ajouta que, s'il voulait un avis médical, il appellerait son médecin privé, qui coûtait plus que ce qu'elle gagnait en 1 an. Camille essaya d'insister, expliquant qu'elle avait étudié la médecine, qu'elle reconnaissait les symptômes, que la situation pouvait être vraiment dangereuse. Mais Julien l'interrompit avec encore plus de dureté. Il lui dit d'arrêter d'inventer des qualifications qu'elle n'avait pas, que c'était pathétique, la tentative d'une domestique d'attirer l'attention en se faisant passer pour médecin. Il la menaça d'appeler la direction si elle ne cessait pas immédiatement de l'importuner avec ses fantasmes médicaux. Il lui ordonna de finir le ménage en silence et de sortir de sa chambre sans dire un mot de plus. Camille resta debout face à lui quelques secondes, sentant le sang monter à ses joues par l'humiliation. Elle avait essayé de sauver la vie de cet homme et il l'avait traitée comme une folle. Mais quand elle regarda de nouveau les ecchymoses sur sa jambe, son instinct médical cria plus fort que son orgueil blessé. Elle fit une dernière tentative, avec une voix plus ferme, lui expliquant qu'il risquait une embolie pulmonaire qui pouvait être fatale. Julien se leva brusquement du fauteuil, le visage rouge de colère, et lui cria de sortir immédiatement de sa chambre avant qu'il n'appelle la sécurité. Camille sortit de la suite le cœur brisé et la conscience terrible de ce qui pourrait arriver. Elle s'enferma dans les toilettes du personnel et pleura pendant 10 minutes, se détestant de n'avoir pas réussi à le convaincre.
le détestant pour son arrogance, détestant le monde qui l'avait réduite à être traitée comme une idiote alors qu'elle essayait de sauver une vie. Mais tandis qu'elle séchait ses larmes et se regardait dans le miroir, Camille prit une décision qui allait tout changer. Elle ne pouvait pas forcer Julien à aller à l'hôpital, mais elle pouvait faire quelque chose qu'il n'attendait pas. Elle pouvait le sauver contre sa volonté. Cette nuit-là, Camille ne dormit pas. Elle resta éveillée dans son studio, étudiant tout ce qu'elle pouvait trouver sur les symptômes qu'elle avait vus, confirmant ses soupçons, élaborant un plan désespéré. Si Julien était trop arrogant pour l'écouter, elle devrait trouver un autre moyen de le faire soigner. Un moyen qu'il ne soupçonnerait jamais venir d'une simple domestique qu'il avait humiliée quelques heures plus tôt. Camille retourna au travail le soir suivant avec un plan désespéré. Elle savait que Julien séjournerait à l'hôtel encore 3 jours, et elle savait aussi que son état s'aggravait. Pendant la nuit, il avait demandé des antidouleurs pour une douleur à la jambe, signe que la thrombose progressait. Le temps s'écoulait. Si elle n'intervenait pas dans les 24 heures, Julien risquerait l'embolie pulmonaire fatale. Mais elle ne pouvait pas le convaincre directement. Il avait clairement dit qu'il ne l'écouterait jamais. Elle devait utiliser la seule chose que Julien respectait, l'autorité médicale officielle. Camille connaissait les procédures de l'hôtel. Elle savait que la direction avait un accord avec l'hôpital Pitié-Salpêtrière pour les urgences des clients VIP, et que le docteur Rousseau faisait souvent des visites privées dans les hôtels de luxe. Son plan était risqué, mais elle n'avait pas d'alternative. Elle appela l'hôpital en se faisant passer pour la secrétaire personnelle de Julien, expliquant qu'il avait demandé une visite médicale préventive pour des symptômes préoccupants à la jambe droite. Le docteur Rousseau, attiré par le nom célèbre et la rémunération généreuse, accepta de se présenter le soir suivant. Puis, elle devait convaincre la direction de l'hôtel que Julien avait effectivement demandé la visite. Exploitant sa connaissance des procédures internes et le chaos du service de nuit, elle réussit à faire inscrire le rendez-vous dans le système sans éveiller les soupçons. Le soir suivant, quand elle vit le docteur Rousseau arriver dans le hall, son cœur battait très fort. Elle savait que dans quelques minutes, Julien aurait la visite qui pouvait lui sauver la vie, mais elle savait aussi que quand il découvrirait qu'il n'avait jamais demandé cette visite, une enquête commencerait. Camille nettoya les couloirs du 18e étage, l'oreille tendue. Vers 10 heures, elle entendit des voix agitées, puis l'ascenseur qui descendait rapidement. Peu après, l'ambulance arriva avec les sirènes hurlantes. Le plan avait fonctionné. Le docteur Rousseau avait immédiatement reconnu la thrombose veineuse profonde et ordonné l'hospitalisation immédiate. Julien avait été emmené d'urgence à la Pitié-Salpêtrière pour la thérapie qui lui sauverait la vie. Mais tandis qu'elle regardait l'ambulance s'éloigner, Camille savait qu'elle avait commencé un compte à rebours. Julien ferait tout pour découvrir qui avait organisé cette visite, et sa vengeance serait impitoyable. 3 jours plus tard, Julien revint à l'hôtel. Les médecins de la Pitié-Salpêtrière lui avaient sauvé la vie. Tu aimes cette histoire, Makwa ? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. La thrombose veineuse profonde avait été diagnostiquée juste à temps, quelques heures avant que le caillot ne cause une embolie fatale. Mais Julien n'était pas revenu pour se reposer. Il était revenu pour découvrir qui avait osé organiser cette visite médicale sans permission. Son enquête avait été méthodique et impitoyable. Il avait interrogé la direction, le personnel de la réception, les serveurs, quiconque avait eu accès à ces informations. Camille savait que c'était juste une question de temps avant qu'ils n'arrivent à elle. L'affrontement arriva le 4e soir. Camille nettoyait le 18e étage quand elle vit Julien sortir de l'ascenseur accompagné du directeur de l'hôtel et du chef de la sécurité. Son visage était un masque de colère froide. Ils l'appelèrent dans la salle de réunion. Julien s'assit de l'autre côté de la table, la fixa pendant de longues secondes, puis commença à parler d'une voix tranchante. Il avait découvert que l'appel à l'hôpital était parti d'un téléphone interne pendant le service de Camille. Il était mathématiquement certain que c'était elle. Camille ne nia pas.
D'une voix calme, elle confirma avoir organisé la visite médicale, expliquant qu'elle avait reconnu les symptômes d'une thrombose veineuse profonde et qu'il avait refusé de l'écouter. Julien explosa. Il lui cria qu'elle n'avait aucun droit de prendre des décisions médicales pour lui, qu'elle était une domestique sans qualification qui s'était inventé des compétences inexistantes. Il l'accusa d'avoir violé sa vie privée et de l'avoir humiliée. Mais Camille, fatiguée d'être humiliée, se leva et commença à parler d'une voix qu'elle n'avait plus utilisée depuis 2 ans. Elle lui expliqua qui elle était vraiment. Diplômée en médecine avec mention très bien, interne jusqu'à ce qu'elle doive tout abandonner pour soigner son père malade. Elle énuméra avec précision scientifique tous les symptômes observés, le protocole diagnostique, les conséquences fatales qu'il aurait risquées sans intervention immédiate. Elle lui dit qu'elle, une simple domestique, lui avait sauvé la vie tandis que lui, avec tous ses milliards, avait été trop arrogant pour reconnaître qu'il était en train de mourir. Le silence qui suivit fut assourdissant. Julien la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Puis Camille fit quelque chose qui étonna tout le monde. Elle enleva son uniforme gris, le posa sur la table et dit qu'elle démissionnait. Elle ne voulait pas être licenciée pour avoir sauvé une vie. Elle sortit de l'hôtel la tête haute, mais Julien resta dans cette salle pendant 1 heure, fixant l'uniforme sur la table, repensant à chaque mot de Camille, et surtout au fait qu'une femme qu'il avait traitée comme une ordure lui avait sauvé la vie en risquant son propre emploi. Pour la première fois en 34 ans, Julien se demandait si tout ce en quoi il croyait était faux. Julien passa les 2 semaines suivantes dans un état mental qu'il n'avait jamais expérimenté. Les médecins lui avaient confirmé que sans l'intervention rapide, il serait mort dans les 24 heures. L'embolie pulmonaire qui allait le frapper aurait eu 90% de probabilité d'être fatale. Camille Dubois, une femme qu'il avait humiliée et traitée comme invisible, lui avait littéralement sauvé la vie. Julien commença à faire des recherches sur elle. Il découvrit que tout ce que Camille avait dit était vrai. Diplômée en médecine, avec les meilleures notes, interne prometteuse avant d'abandonner pour nécessité familiale, fille d'un ouvrier mort d'un cancer après des soins coûteux qui avaient ruiné la famille. Il découvrit aussi que Camille était considérée comme l'un des esprits les plus brillants de sa génération médicale, qu'elle avait publié des articles dans des revues scientifiques internationales avant de disparaître du monde académique. Mais surtout, il découvrit que Camille, malgré tout, ne l'avait jamais dénoncé ou cherché à exploiter la situation. Julien réalisa qu'en 34 ans, il n'avait jamais rencontré une personne ainsi. Dans son monde, tout le monde voulait toujours quelque chose. Camille, au contraire, avait tout risqué pour sauver un homme qui la traitait comme une ordure, sans rien demander en échange. Il ne fut pas difficile de la trouver. Camille vivait dans son studio de banlieue, travaillant occasionnellement comme traductrice de textes scientifiques. Quand Julien se présenta à sa porte un dimanche matin, Camille pensa initialement qu'il était venu pour la menacer. Mais ce qu'elle vit la surprit. Julien semblait différent, plus humain. Il lui dit qu'il voulait la remercier de lui avoir sauvé la vie. Camille répondit qu'elle avait fait seulement ce que n'importe quel médecin aurait fait. Julien lui dit qu'elle n'était pas n'importe quel médecin. C'était une personne extraordinaire qui avait eu le courage de faire ce qui était juste, même quand c'était coûteux. Puis il lui fit une offre inattendue. Il voulait financer sa spécialisation en médecine d'urgence, payer toutes ses dettes, lui permettre de redevenir le médecin qu'elle était destinée à être. Camille refusa, disant qu'elle ne voulait pas de sa charité. Mais Julien insista, et pour la première fois Camille vit en lui une sincérité authentique. Il lui expliqua que ce n'était ni charité ni culpabilité, mais justice. Camille méritait d'être médecin, le monde avait besoin de médecins comme elle, et lui avait les moyens de réparer une injustice. La conversation dura 3 heures. Julien lui raconta sa vie dorée mais vide, comment Camille lui avait ouvert les yeux sur ce que signifiait vraiment avoir du courage et de l'intégrité. Camille lui parla de ses rêves brisés, de la frustration de voir des personnes qu'elle pouvait aider mais ne pouvait pas soigner.
Quand Julien s'en alla, Camille n'avait pas encore accepté son offre, mais quelque chose avait changé entre eux. Pour la première fois, ils s'étaient vraiment vus au-delà des étiquettes et avaient reconnu quelque chose de précieux l'un dans l'autre. Julien avait vu le type de personne qu'il aurait voulu être. Camille avait vu que même les personnes les plus arrogantes peuvent changer si elles rencontrent le bon miroir pour se regarder à l'intérieur. 6 mois après cette rencontre dominicale, la vie de Camille avait changé de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle avait accepté l'offre de Julien, mais à une condition. Elle ne voulait pas seulement la spécialisation payée. Elle voulait être impliquée dans un projet plus grand qui pourrait aider d'autres personnes dans sa situation. Julien avait fait mieux. Il avait fondé la Fondation Camille Dubois pour l'excellence médicale, une organisation qui identifiait de jeunes médecins brillants mais en difficulté économique et les aidait à compléter leur formation. Camille était devenue la directrice médicale de la Fondation, combinant sa spécialisation en médecine d'urgence avec le travail de sélection et mentorat d'autres médecins. Mais la vraie révolution s'était produite chez Morrow Pharmaceuticals. Julien avait initié un programme d'accès gratuit aux médicaments pour les familles qui ne pouvaient pas se les permettre, exactement comme la famille de Camille. Il avait ouvert des cliniques gratuites dans les banlieues de Paris, Lyon et Marseille, où des médecins comme Camille pouvaient travailler à temps partiel en servant ceux qui en avaient le plus besoin. Le changement chez Julien avait été profond et authentique. La rencontre avec Camille lui avait montré que la vraie richesse ne se mesure pas en milliards, mais dans la capacité de faire la différence dans la vie des autres. Il avait découvert qu'utiliser son pouvoir et son argent pour aider les gens lui donnait une satisfaction qu'aucune affaire milliardaire n'avait jamais pu lui donner. Camille, de son côté, avait retrouvé elle-même. La spécialisation en médecine d'urgence progressait brillamment. Le travail à la fondation la remplissait de sens et elle avait enfin la sensation d'être revenue sur le bon chemin. Mais surtout, elle avait développé une relation spéciale avec Julien qui allait au-delà de la gratitude réciproque. Ils se voyaient souvent pour le travail de la fondation, dînant ensemble pour discuter de nouveaux projets, voyageant pour inaugurer les cliniques gratuites. Camille avait découvert que derrière l'arrogance de Julien se cachait un homme intelligent, sensible, capable de changer et grandir. Julien avait trouvé en Camille non seulement la femme qui lui avait sauvé la vie, mais la personne qui lui avait enseigné ce que signifiait vraiment vivre. Le soir où Camille termina sa spécialisation, Julien organisa une fête au siège de la Fondation. Il y avait tous les médecins qu'ils avaient aidés, les familles qui avaient bénéficié des cliniques gratuites, les collègues qui avaient vu Camille se transformer de domestique désespéré en docteur accompli. Pendant le toast, Julien prit la parole. Il raconta à tous comment Camille lui avait sauvé la vie, non seulement physiquement cette nuit à l'hôtel, mais spirituellement chaque jour depuis. Il lui dit qu'elle lui avait enseigné que le vrai succès ne se mesure pas à ce qu'on accumule, mais à ce qu'on donne aux autres. Puis il fit quelque chose qui surprit tout le monde, Camille comprise. Il s'agenouilla devant elle et lui demanda de l'épouser. Il lui dit qu'il voulait passer le reste de sa vie à apprendre d'elle comment être une meilleure personne, construisant ensemble un monde où le talent et la bonté comptent plus que l'argent et le pouvoir. Il lui dit qu'elle avait transformé un milliardaire arrogant en un homme qui savait enfin ce qu'était l'amour vrai. Camille le regarda pendant de longues secondes, pensant au voyage incroyable qui les avait menés de cette suite d'hôtels à ce moment. D'une rencontre née de l'arrogance et l'humiliation était né quelque chose de beau, de pur, de transformateur pour tous les deux. Quand elle dit oui, parmi les applaudissements de tous les présents, Camille savait qu'elle épousait non seulement l'homme qu'elle aimait, mais le partenaire idéal pour changer le monde. 1 an plus tard, le mariage de Julien et Camille fit la une de tous les journaux. Pas pour le faste, la cérémonie fut simple et intime, mais pour ce qu'il représentait. L'histoire de la domestique qui avait sauvé la vie du PDG et l'avait transformé d'entrepreneur impitoyable en philanthrope était devenue légendaire.
Mais pour Julien et Camille, la vraie satisfaction n'était pas dans la célébrité. C'était de voir les cliniques gratuites sauver des vies chaque jour, de voir de jeunes médecins brillants réaliser leurs rêves grâce à la fondation, de savoir que leur amour était né de quelque chose de pur, le désir de faire du bien dans le monde. La Fondation Camille Dubois avait déjà aidé 200 médecins à terminer leur spécialisation. Les cliniques gratuites servaient 20 000 patients par an et Moro Pharmaceuticals était devenu un modèle de comment les entreprises pharmaceutiques pouvaient être profitables et socialement responsables en même temps. Mais surtout, Julien et Camille avaient démontré que l'amour vrai peut naître dans les endroits les plus improbables, entre les personnes les plus différentes, quand on a le courage de voir au-delà des apparences et reconnaître la valeur authentique d'une personne. La fille timide qui nettoyait les toilettes avait sauvé non seulement la vie d'un PDG, mais son âme. Et en échange, elle avait retrouvé elle-même et l'amour de sa vie. Si cette histoire de courage et transformation t'a touché, mets like et abonne-toi pour d'autres histoires incroyables de personnes qui ont changé le destin. Dis-moi dans les commentaires, aurais-tu eu le courage de Camille de tout risquer pour sauver quelqu'un qui t'avait humilié ? Crois-tu que les gens peuvent vraiment changer quand ils rencontrent la bonne personne ? Et ne rate pas la prochaine vidéo où tu découvriras une autre histoire extraordinaire d'amour qui naît des situations les plus improbables.